Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 35e édition du webinaire mensuel de l'AFSP Polycritique. Un webinaire que nous avons intitulé, sans grande originalité d'ailleurs, quand on regarde la couverture des élections allemandes dans la presse française, «Où va l'Allemagne?» Point d'interrogation, et sous-titré «Recomposition politique, incertitude diplomatique, crise économique». C'est effectivement une accumulation en quelque sorte, d'incertitudes, de recomposition, de crise, qui nous amène à donner ce titre pour un webinaire, que nous organisons, que nous avons organisé, cette fois-ci en partenariat avec le Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne, le CIERA, que nous saluons, et que nous remercions, de nous avoir accompagnés, dans cette, petite aventure. Alors, pour, répondre à cette question, qui est, à facettes, comme vous l'avez compris, nous avons la chance d'avoir, parmi nous 3 spécialistes en la matière qui vont décrypter ces enjeux et que je vous présente, dans l'ordre alphabétique et d'un mot seulement. Mathias Delory, chargé de recherche, CNRS aux séries de Sciences Po, donc à Paris. Isabelle Guinaudot, chargée de recherche CNRS, aussi, mais cette fois au centre Marc Bloch, à Berlin. Et Cécile Lecomte, professeure de sciences politiques à Sciences Po Lille et chercheuse au CERAPS. Alors la règle du jeu, dans ces webinaires, ceux qui en sont des habitués la connaissent, consiste pour commencer à écouter, nos, invités décrypter cette actualité, puisque l'idée c'est de décrypter des actualités nationales ou internationales avant, de donner, la parole ou en tout cas de permettre, de s'exprimer à ceux qui se sont connectés, et vous êtes donc invités, vous qui êtes en ligne, à, nous adresser à adresser à nos invités plutôt, vos questions, dans le chat pour la dernière demi heure. Mais avant cela donc, 1 heure, d'échange, pour, comprendre d'abord ce qui s'est passé lors du scrutin, qui vient, d'avoir lieu. Et quand on parle de scrutin, on englobe à la fois la campagne et les résultats. Donc on va, commencer par essayer de décrypter, mais j'en suis sûr réussir à comprendre ce qui s'est passé lors de ces élections. Et c'est Cécile Lecomte qui va, en s'appuyant sur, des visuels, PowerPoint, commencer par le commencement en quelque sorte de cette séquence nouvelle qui s'ouvre en Allemagne. Cécile, c'est à toi. Merci Christophe. Pardonnez-moi alors. Bonjour à toutes et tous. Merci à toutes nos auditrices, nos auditeurs que je ne vois pas, mais voilà, je suis chargée donc d'introduire finalement cette, cette réflexion en commençant peut-être par, alors excusez-moi, voilà, par un bref rappel des principaux résultats de ces élections anticipées, puisque ben, vous le savez peut-être, normalement les prochaines élections législatives allemandes devaient se tenir en septembre 2025, et c'est l'éclatement de la coalition au pouvoir qui a en fait qui explique l'organisation d'élections anticipées le 23 février dernier. Alors, elle se caractérise peut-être par 4 éléments. Rapidement, un taux de participation très élevé de 82%. Alors, certes, c'était le cas habituellement, en tout cas en République fédérale d'Allemagne, mais c'est quand même, en ce qui concerne en tout cas l'histoire politique de la RFA, le second taux le plus élevé, ce qui suggère en effet qu'un grand nombre d'électeurs avaient le sentiment que les enjeux étaient relativement élevés durant ce scrutin. Deuxième constat, bah, la CDU, les conservateurs de la CDU sont arrivés en tête, mais malgré des scores médiocres, voire mauvais pour les partis dits de gouvernement ou dits gestionnaires, et notamment la CDU et les SPD, dont on voit ici le déclin qui a commencé bien avant, évidemment, ces élections, malgré tout, se poursuivre, en tout cas pour le SPD. Troisième grand résultat principal de ce scrutin, la percée électorale de l'extrême droite de l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, qui devient le second parti,
avec un doublement de son score par rapport aux élections précédentes de 2021, donc dans un laps de temps quand même assez court. Et puis enfin, un vote sanction pour les partis de la coalition dite Feu tricolore, donc formée des sociodémocrates, des libéraux et des Verts. Alors, j'aimerais d'abord, dans un premier temps, revenir sur les cartes, donner quelques éléments de géographie électorale qu'est-ce qui illustre ce scrutin en ce qui concerne notamment l'implantation, enfin la recomposition du système de partis en Allemagne et aussi plus particulièrement l'implantation du vote AfD. Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a deux constats principaux. Le premier constat, vous allez le voir, qui saute aux yeux quand on regarde les cartes, c'est la permanence, voire le renforcement de la fracture ou du clivage, alors on peut revenir sur le choix des termes, mais du clivage Est-Ouest en ce qui concerne l'importance du vote AfD, ce parti étant arrivé en tête dans tous les Länder orientaux, hormis Berlin. En même temps, les cartes illustrent aussi, alors on le voit un petit peu moins sur les cartes, mais on le voit un petit peu mieux quand on regarde dans le détail les scores des deux types de scrutins, puisque vous le savez, le système électoral allemand est un peu complexe, donc il y a à la fois les mandats directs et les votes de liste, on pourrait y revenir. Mais ce scrutin marque aussi l'implantation, et c'est relativement nouveau, de l'AfD à l'ouest, donc dans les Länder occidentaux. Puisque l'AfD est en fait, à l'issue de ce scrutin, le second parti devant le SPD dans 3 Länder occidentaux où elle double son score par rapport à 2021, et notamment dans le second État le plus peuplé d'Allemagne, qui est la Bavière. De nombreux Länder occidentaux s'alignent ainsi en quelque sorte sur le score qu'avait effectué l'AfD déjà en 2021 dans les Länder orientaux. Alors, je vous propose de regarder ceci à l'aide des cartes. Alors, qui viennent donc de l'administration allemande chargée en fait d'archiver, mais aussi de certifier également l'exactitude des résultats électoraux. Alors, si on regarde en effet ces résultats, excusez-moi, j'arrive aux cartes, voilà. Ça, ce sont les résultats, en fait, liés à ce qu'on appelle les mandats directs. Donc, comme vous savez, aux législatives, l'électeur allemand va voter à la fois pour un candidat dans sa circonscription, mais aussi pour une liste de partis, ce qui explique qu'on ait deux cartes un petit peu différentes. Je vais expliquer pourquoi je montre ces deux cartes et pas une carte seulement. Donc, la première carte que vous voyez ici montre évidemment la victoire écrasante de l'AfD dans l'Est de l'Allemagne, parce que l'AfD est représentée ici en bleu, donc dans les Länder dits orientaux, et puis une Allemagne de l'Ouest essentiellement donc acquise au vote conservateur, mais si on se base en tout cas sur ces mandats directs, on voit aussi quand même que le SPD, malgré son plus mauvais score depuis 1949, résiste dans certains bastions, notamment le nord de l'Allemagne. D'ailleurs, l'élection à Hambourg, qui vient d'avoir lieu, a montré que le SPD restait la première force à Hambourg, la première force politique à Hambourg, mais également Hanovre, Brême, certaines régions de la Rhénanie du Nord, Westphalie notamment. Si par contre on passe à la deuxième carte, donc ce sont toujours les résultats des élections du 23 février dernier, mais cette carte est constituée sur la base de la deuxième voix que les Allemands doivent exprimer lors de ce scrutin, donc c'est-à-dire le scrutin de liste à la proportionnelle. Et là, ce qu'on voit, si vous voulez, c'est toujours, en effet, la victoire écrasante de l'AfD à l'Est, et donc un pays qui semble coupé en deux, Est-Ouest, avec ici quand même percée de l'AfD, mais on pourra y revenir, dans certains Länder de l'Ouest, et notamment en Rhénanie-Palatinat. Bon, c'est la ville de Kaiserslautern ici, on pourra y revenir. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport, si vous voulez, au score basé sur les mandats directs, on voit quand même aussi là l'effondrement du SPD, hein, les très mauvais scores du SPD, parce que le SPD
pour la première voie, peut encore compter sur des candidats ancrés dans les territoires qui ont en effet des ressources locales importantes, ce qui explique quand même sa résistance dans les bastions historiques. Mais si on regarde le vote dit vote de liste, alors on voit en effet que le rouge, couleur du SPD, hein, eh bien, s'efface dans de très nombreuses circonscriptions. Alors, je ne vais pas non plus noyer notre auditoire sous les cartes, mais je voulais donner aussi quelques éléments de comparaison par rapport au scrutin législatif précédent de 2021. Enfin, là, c'est le scrutin dit de liste qui permet de voir en effet le recul, voire le déclin, l'importance de la défaite électorale du SPD, notamment à l'est de l'Allemagne, mais aussi quand même au nord. Donc ça, c'est la comparaison à gauche de votre écran entre les législatives 2021 et à droite les législatives 2025. Alors, on fait un constat un petit peu similaire, évidemment, si on passe à la comparaison 2021-2025, mais basée cette fois-ci sur le vote, ce qu'on appelle les Erzstimmen, c'est-à-dire le vote qui porte sur un candidat, scrutin majoritaire, avec donc un scrutin, le choix en faveur d'un candidat, et pas en faveur d'une liste. Mais dans les deux cas, on voit en effet là aussi l'ampleur de l'évolution entre 2021 et 2025. Alors, ici, j'avais une autre carte à vous montrer, mais je pense qu'on peut la réserver pour des débats ultérieurs qui porteraient sur les facteurs pouvant éclairer le vote en faveur de la FD. J'y reviendrai. Je ne sais pas s'il est finalement peut-être utile de donner quelques éléments éclairant ces clivages territoriaux et illustrés par les cartes, ou bien si nous attendons les questions. Alors peut-être quelques éléments très rapidement pour conclure ma première intervention sur la question de ces clivages territoriaux que je viens d'illustrer. Alors en ce qui concerne le clivage Est-Ouest, bien évidemment des facteurs économiques. Je rappelle que par exemple les inégalités salariales entre les Länder orientaux et les Länder occidentaux restent importantes, de l'ordre de 15 à 20%. Deuxièmement, il y a bien évidemment des facteurs liés à la culture politique, mais aussi aux effets de socialisation. Je rappelle que dans l'ex-Allemagne de l'Est, il n'y a pas eu de travail de mémoire autour des crimes du national-socialisme au même titre que ce qui a été fait en République fédérale d'Allemagne. Je rappelle aussi l'importance de l'extrémisme de droite, et notamment l'extrême droite néo-nazie, l'extrême droite de la rue, dans les Länder orientaux après la réunification, après 1990. Et ce qu'on constate, si on regarde alors l'importance du vote, les scores que font des partis vraiment qu'on peut qualifier de néo-nazis, comme le NPD, qui existe toujours, qui était présent dans les années 90 à l'Est, et le vote AfD aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine corrélation entre, en effet, la force du vote AfD dans, en fait, certaines régions de ces Länder orientaux et le vote pour l'extrême droite déjà dans les années 90. Donc ici, le vote AfD s'inscrit dans une certaine continuité et une forme, si je puis dire, de culture politique régionale. Après, comment expliquer, je terminerai par ça, le survote AfD par rapport à la moyenne dans les Länder occidentaux dans certaines régions de l'ouest de l'Allemagne de l'Ouest, comme l'est de la Bavière, le nord de la Hesse, le sud de la Rhénanie-Palatinat, en fait, mais où dans certaines aussi circonscriptions qui étaient auparavant des bastions du SPD, je pense à la ville de Pforzheim, au Bade-Württemberg, à des villes qui sont effectivement touchées par la crise des industries en Rhénanie-Palatinat, Kaiserslautern, Gelsenkirchen, en Rhénanie du Nord, Westphalie. Alors comment est-ce qu'on explique certaines de ces percées de l'AfD à l'ouest cette fois-ci? D'abord, à l'ouest, le vote AfD est fort dans les zones rurales, ou bien dans les villes industrielles petites ou moyennes en crise, crise du textile à Kaiserslautern,
fermeture en vue de raffinerie à Gelsenkirchen. Deuxièmement, là aussi, on voit qu'il y a une continuité dans le vote AfD avec le vote pour des partis d'extrême droite et ou partis néo-nazis déjà dans les années 60-70. Corrélation qu'on retrouve par exemple dans le cas d'une circonscription comme Pforzheim entre le vote NPD républicaner, alors c'était un parti d'extrême droite qui a fait des bons scores dans les années 90, notamment en Bavière. Et ben on voit qu'aujourd'hui, là encore, là où l'AfD, où ces partis-là étaient forts dans les années 60-70, voire début des années 90, l'AfD aussi est forte aujourd'hui. Et puis, un autre élément qu'on peut mettre en avant qui est pas souvent commenté, c'est aussi l'importance de ceux qu'on appelle les Russlanddeutschen, c'est-à-dire les Allemands russes, c'est-à-dire ces citoyens de l'ex-Union soviétique considérés comme ethniquement allemands, qui ont émigré en Allemagne après la chute du communisme. On estime ces citoyens à 2,5 millions, voire 3 millions de personnes. Ils sont surtout concentrés dans certains länder de l'Ouest. Eh bien, cet électorat, même s'il n'est évidemment pas homogène, qui était avant un électorat plutôt conservateur de la CDU, s'est droitisé, puisque depuis l'épisode migratoire de 2015, une grande partie d'entre eux se sont tournés plutôt vers l'extrême droite. Et enfin, on peut souligner, mais on pourra revenir là-dessus quand on va parler des facteurs explicatifs du vote AfD, qu'il n'y a pas de corrélation, et c'est très clair dans les cartes, avec la part des étrangers dans la population d'un land, ou même à l'échelle communale, et l'importance du vote AfD. Voilà, donc pour conclure, il est certain que ce vote illustre quand même un tropisme oriental de l'AfD évident, mais en même temps, je pense que l'une des nouveautés ou des éléments importants de ce dernier scrutin, c'est la percée que fait l'AfD également à l'Ouest. Voilà. Merci beaucoup Cécile d'avoir si bien planté le décor et de l'avoir fait en des termes géographiques, puisque les cartes viennent montrer une Allemagne coupée en deux, d'où évidemment la difficulté à ensuite reconstruire une majorité. Et c'est la question qu'on va se poser maintenant avec Isabelle. Au lendemain de ce scrutin, quel type de coalition? L'Allemagne a l'habitude des coalitions, mais néanmoins, là, on est face à une donnée nouvelle avec une extrême droite qui pèse beaucoup plus lourd, qui d'ailleurs a progressé en jouant la carte de la radicalisation et non pas la carte de la dédiabolisation, ce qui est paradoxal en un certain sens, et ce qui peut peut-être compliquer encore davantage la fabrication d'une coalition. Mais Isabelle, vous allez nous dire ce qu'il en est. Oui, mais merci beaucoup de poser cette question. Bonsoir à toutes et à tous. Je trouve que c'est important qu'on en parle parce que c'est une question qui se pose maintenant de manière assez cruciale. Enfin, c'est la question une fois que l'élection est passée qui se pose et elle se pose d'une manière particulière vu l'ampleur des enjeux actuels sur lesquels on va revenir après. Et c'est une question qui est intéressante aussi parce qu'elle se pose pas seulement en Allemagne, mais elle se pose dans beaucoup de démocraties actuellement. L'Autriche vient de mettre plusieurs mois à former un gouvernement. Et je pense que je n'ai pas besoin d'insister là-dessus dans le cadre d'un échange de l'AFSP. En France, on sait à quel point la question est difficile ces derniers mois également. Donc, en réalité, les élections du 23 février dessinent une configuration qui finalement est assez représentative des facteurs qu'on retrouve un peu partout. Donc, des facteurs qui rendent la formation de gouvernement plus difficile. Donc, d'une part, peut-être le facteur essentiel, c'est la fragmentation des systèmes partisans à laquelle on assiste. Donc, en Allemagne, jusque dans les années 80, il y avait en gros, si on compte CDU et CSU ensemble, 3 grands groupes au Bundestag. Ensuite, ça a été 4 avec l'arrivée des Verts. On est arrivé à 5 au début des années 90. Et là, dimanche, on n'est pas passé loin d'avoir 7 groupes au Bundestag. Donc, il y a de plus en plus de partis représentés et mécaniquement, ce qu'on voit, enfin non, pas mécaniquement, mais ce qu'on voit, ça va de pair avec un déclin des grands partis de gouvernement dont a parlé Cécile et elle a bien insisté sur le fait que c'est un mouvement qui n'est pas nouveau, mais qui est déjà enclenché depuis, si on compare avec les scores des années 90, on voit bien que c'est une tendance de fond
pour le SPD, mais aussi pour la CDU, même si elle est un peu moins affectée. On a le miroir de ça, c'est qu'on a l'émergence de partis contestataires, comme on l'a dit, notamment l'AfD. Et à partir du moment où ces partis contestataires ne souhaitent pas gouverner ou sont exclus d'office des discussions de coalition, comme c'est le cas de l'AfD, parce qu'on a une politique de cordon sanitaire qui a beaucoup souffert pendant cette campagne, peut-être qu'on y reviendra, mais qui tient toujours. Donc, au fil de la campagne, le cordon sanitaire a été réaffirmé. Donc, pour l'instant, toute coalition avec l'AfD est exclue. Mécaniquement, quand on a des partis qui arrivent et qui sont exclus, ça limite l'espace disponible pour trouver des majorités. Donc ça complique la formation des gouvernements. Et ce qu'on voit déjà depuis plusieurs élections, c'est que les majorités naturelles, entre guillemets, donc on a à gauche la majorité entre sociodémocrates et écologistes, à droite, au centre droit, on a la CDU et les libéraux du FDP, n'obtiennent pas de majorité à elles toutes seules. Et donc pour disposer d'une majorité qui permette de travailler, les partis doivent constituer des coalitions plus hétérogènes. Et ce qu'on a eu notamment en Allemagne, c'est ce qu'on appelle les grandes coalitions, GroKo, donc entre 2005 et 2009 et entre 2013 et 2021, qui associent le grand parti de gauche et le grand parti de droite. Et récemment, au niveau régional aussi et au niveau national en 2021, on assiste de plus en plus à des coalitions à trois, dans toutes les combinaisons possibles. Là, récemment, en Saxe, on a assisté à la formation de l'AMUR, ils trouvent à chaque fois des noms différents, qui associe la CDU, le SPD et le Bündnis Sarah Wagenknecht, sur lequel on reviendra peut-être, qui est un parti assez curieux. Ce qui se passe donc dans la culture allemande du consensus, qui est favorisée par le scrutin proportionnel, donc ça c'est la grosse différence avec la situation en France où on voit la même fragmentation, mais on a trois blocs, aucun ne contrôle de majorité et on ne prend pas du tout le chemin de se mettre autour de la table et essayer de former une coalition. En Allemagne, on a l'habitude, donc ce qui se passe après l'élection, c'est ce qu'on n'a pas vu en France, les partis se mettent autour de la table et essaient de trouver des dénominateurs communs et de négocier un contrat de coalition. Et cet exercice, plus la coalition est hétérogène, plus il est compliqué. Et en 2021, on a vu négocier trois partis. Donc, d'une part, deux partis de gauche, le SPD et les écologistes, qui voulaient investir massivement dans le social et la transition écologique. Et un parti de droite, le FDP, qui certes est libéral sur le plan des valeurs comme eux, mais était fermement attaché à l'austérité budgétaire et aux baisses d'impôts. Donc on voit bien que les compromis étaient déjà difficiles et c'est de plus en plus compliqué. Et là-dessus, un mouvement supplémentaire auquel a fait référence Christophe, c'est la polarisation qui affecte l'Allemagne comme les autres démocraties occidentales, avec la conjonction oui, où on voit en fait des partis contestataires avoir de plus en plus de succès et mettre de l'huile sur le feu, critiquer le consensus mou, reprocher au gouvernement de ne pas tenir leurs engagements, etc. Et tout ça, ça met le système fortement sous pression. Et il y a aussi les pressions extérieures, pour finir de brosser le tableau, avec la conjonction de plusieurs crises. Donc on a eu la crise économique, la crise sanitaire, la crise énergétique, la crise climatique et maintenant la crise internationale qui exige des réponses rapides et ambitieuses. Et ces réponses-là, elles sont difficiles à développer à partir du moment où il faut qu'au préalable, tous les partenaires de coalition se mettent d'accord et qu'ils n'ont pas du tout le même avis sur ces questions. Donc ça, c'est la situation en 2025. Et finalement, les élections du 23 février ont débouché sur une configuration plus simple que ce qu'elle aurait pu être si le FDP libéral et le BSV étaient rentrés au Parlement. À partir du moment où on exclut l'AfD des coalitions, la seule voie possible, c'est la GroKo, donc retour à la grande coalition. Et le problème, c'est que les deux partis de la grande coalition, le SPD et la CDU, ne sont d'accord à peu près sur rien. C'est-à-dire que si on dessine un espace politique avec deux dimensions, où vous avez la dimension économique gauche-droite et une dimension de conflit plus culturel, on a en gros le SPD qui est dans le cadran gauche sur les deux dimensions. Donc ils veulent augmenter le salaire minimum, ils veulent rendre la fiscalité plus redistributive, ils veulent des investissements massifs et ils sont libéraux sur le plan des valeurs. Et on a la CDU qui, elle, est très attachée à la limitation de la dette, qui veut baisser les impôts et qui est conservatrice sur le plan des valeurs. Donc ils ne veulent pas bouger les choses dans la même direction. Ça va clairement être difficile de trouver des dénominateurs communs. Un dénominateur commun qui se dessine d'ores et déjà et qui est sur la table des négociations qui ont été enclenchées quasiment au lendemain de l'élection,
c'est la politique étrangère. Je ne vais pas déborder sur les thèmes qui viennent après, mais en gros, ils sont fondamentalement d'accord sur le principe de soutenir l'Ukraine, de lui livrer des armes, de ne pas faire de concessions à Poutine et de financer massivement l'armée. Donc là-dessus, des consensus se dégagent. Sur le reste, ça va être très compliqué. Donc pour conclure, beaucoup de questions restent ouvertes. La principale, c'est quel est le programme que dessineront les compromis que vont trouver les deux parties. C'est assez difficile à prévoir parce que leurs programmes sont tellement différents que pour l'instant, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces programmes de coalition et la manière dont les promesses électorales sont sélectionnées. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est une logique de consensus. Avant tout, les partis se concentrent sur ce qui les rassemble. Et là, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est difficile à anticiper. Deuxième question, est-ce que ces compromis, cette fois, tiendront? Parce que les compromis de 2021 n'ont pas tenu 4 ans. Donc, est-ce que ça permettra au pays de revenir à un gouvernement opérationnel? Troisième question, quelles seront les conséquences à moyen et long terme sur la compétition politique? Parce que le problème d'avoir ces coalitions à trois ou des grandes coalitions, c'est que presque tout le monde gouverne. On sait qu'il y a un coût du gouvernement. Si les gens veulent changer, ce qui se comprend, on peut avoir envie de changement. On n'a pas toujours envie d'avoir les mêmes partis au gouvernement. Ça crée une situation très favorable pour l'extrême droite qui risque à la prochaine élection de se retrouver très haut et la question du cordon sanitaire risque de se reposer. Voilà, donc pour un tour d'horizon pour l'état des coalitions et l'état de la culture du compromis en Allemagne qui résiste pour l'instant, mais qui subit de fortes pressions. Merci beaucoup Isabelle, de définir ainsi, de cerner ainsi les termes du débat qui effectivement, est complexe et débouche sur une série de questions, ben, auxquelles Mathias va essayer de répondre maintenant puisqu'on va passer en quelque sorte de la politique aux policies, hein. Comment dans un contexte aussi, délicat, on met en œuvre, des politiques publiques, et dans quel domaine en particulier, dans un contexte, il faut le rappeler, mais tout le monde l'a en tête, de tensions internationales, inédites. Bien, merci Christophe d'abord pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Je ne vous vois pas, mais comme mes collègues, je vous salue chaleureusement. Oui, Christophe faisait allusion à la politique, ce qu'on appelle en anglais politics, donc la vie politique, les élections notamment, et les policies, donc les politiques publiques. Moi, il y a longtemps, j'ai fait une thèse en analyse des politiques publiques, donc c'était dans les années 90-2000. Et une des grandes leçons de l'analyse des politiques publiques, c'était qu'il y a une autonomie de la sphère du policy par rapport aux politics. Donc l'idée, c'était, en fait, on peut voter pour la droite ou pour la gauche, ça ne change pas grand-chose parce que les policies, les politiques publiques sont plutôt fabriquées par les experts, les bureaucraties, etc. Alors, je pense que le phénomène Trump a apporté un grand coup de pied dans cette théorie, évidemment. Et puis, comme l'a expliqué Isabelle avant moi, il y a aussi la question des programmes. Et une des leçons des travaux d'Isabelle, c'est de montrer que les programmes sont appliqués, souvent, si j'ai bien lu Isabelle. Bon. Alors j'en viens à ta question, quelles sont les politiques envisageables? Alors, il me semble que d'abord, il y a des éléments de continuité qu'on peut envisager. Euh, Isabelle expliquait à l'instant que les programmes des deux grands partis de la future grande coalition sont différents. C'est incontestable. Ceci étant, comme Isabelle l'a dit aussi, il y a cette culture du compromis. Et puis surtout, il faut savoir que si on déportait le spectre politique allemand aux États-Unis, la CDU, le SPD, le FDP, les Verts seraient ensemble dans le Parti démocrate. Donc on n'a pas une polarisation de ce type-là. Et donc tous ces partis qui ont l'habitude de travailler ensemble, à mon avis, réussiront à le faire. Enfin, j'ai pas de doute là-dessus. Et puis d'ailleurs, un élément de continuité, c'est le SPD qui donc, dirigeait la dernière coalition et qui va participer à la prochaine. Un élément de changement à prévoir, à mon avis, c'est la politisation du Bundestag, donc la Chambre basse. Parce que, donc on l'a dit, on a l'AfD qui est un
parti extrême droite, hein, donc qui n'est pas du tout dans une optique de dédiabolisation, qui va avoir un groupe parlementaire énorme. Et on n'a pas parlé de Die Linke, donc le parti de gauche, mais qui est l'autre gagnant de l'élection, avec ses 9%. Alors 9%, c'est pas énorme, mais c'est beaucoup plus que ce qui était prévu. Et puis surtout, Die Linke, il y avait un article intéressant de notre collègue Kolja Lindner dans Mediapart, une interview. Et Kolja faisait remarquer que il y a eu une clarification idéologique chez Die Linke grâce au départ de Sarah Wagenknecht il y a quelques années. Et la clarification idéologique, c'est que Sarah Wagenknecht et ses partisans et partisanes étaient sur une ligne anti-migration et une ligne conservatrice sur les questions sociétales. Et donc, là, depuis quelques années, suite à ce départ, Die Linke a une ligne idéologique claire, de gauche, gauche classique, y compris sur les questions sociétales. Et donc, voilà, il y aura une opposition parlementaire plus importante que cela a été le cas dans le passé. Maintenant, l'immense facteur de changement, ce sont les bouleversements géopolitiques. Donc, je voudrais dire un mot là-dessus, surtout que c'est plutôt mon domaine, les questions sur lesquelles je travaille. Alors, le premier point, c'est le militarisme. Alors, il faut savoir qu'il y a eu la RFA, puis l'Allemagne unifiée, était un pays avec une culture antimilitariste très forte, notamment à gauche. C'est quelque chose qu'on a pu observer dans les années 1980, quand il y a eu la crise des euromissiles. Donc, la crise des euromissiles, c'était une décision de l'Union soviétique de déployer des missiles nucléaires de moyenne portée en Pologne et en RDA. Donc, l'OTAN et Washington avaient réagi en proposant, en menaçant d'en déployer des missiles similaires en RFA. Il y avait eu une opposition inouïe en RFA à ce projet. Et puis cette culture de l'antimilitarisme, qui était très forte à gauche, allait de pair avec une culture de la retenue en matière de politique étrangère, qui était d'ailleurs une politique constitutionnalisée, parce que la loi fondamentale interdisait les interventions de la Bundeswehr à l'étranger, donc pour une vocation non défensive. Alors, les choses ont évolué dans les années 1990. À partir de 1994, la loi fondamentale a été révisée, la Bundeswehr est intervenue au Kosovo, en Afghanistan, mais quand même, l'Allemagne était un pays de tradition antimilitariste. Et donc, depuis l'invasion de l'Ukraine, le chancelier Scholz a diagnostiqué un changement d'époque. Et c'est quelque chose d'énorme, en fait, en termes de rupture historique. Et c'est énorme, notamment pour le Parti vert. On pourra peut-être revenir là-dessus, mais le Parti vert est le parti le plus favorable aux livraisons d'armes à l'Ukraine, le plus favorable, enfin, un des partis les plus favorables au réarmement. Donc là, il y a une rupture inouïe. Et la deuxième rupture inouïe, c'est évidemment la relation avec les États-Unis. Puis il y a un lien d'ailleurs avec les deux questions. Mais il faut savoir que l'alliance avec les États-Unis, pour la RFA, c'était la clé de voûte de sa politique étrangère et de sécurité. Il y a aujourd'hui, je crois, 40 000 soldats états-uniens en Allemagne, contre à peu près 10 000 au Royaume-Uni, 8 000 en Pologne. Mais il y a surtout la base de Ramstein, qui est la base, le centre de commandement de l'armée états-unienne pour toute l'Europe, pour la région Europe, parce que l'armée états-unienne opère dans différentes régions. Donc dans la région Europe, c'est Ramstein. C'est aussi le centre de commandement de l'OTAN pour la région Europe. Et puis enfin, la Bundeswehr, donc l'armée allemande, est totalement intégrée à l'OTAN. Parce que les forces nationales peuvent être plus ou moins intégrées. C'est-à-dire que chaque pays choisit de mettre à disposition de l'OTAN des segments de son organisation militaire. Donc la Bundeswehr est totalement intégrée à l'OTAN. Et là, c'est un élément plus identitaire. Les États-Unis ont été perçus en RFA, puis dans l'Allemagne unifiée, comme l'État parent, en quelque sorte, le bouclier. Et donc, l'ouragan Trump a un impact inouï à ce propos pour l'Allemagne, et notamment pour les partis centristes, et notamment pour la CDU, qui était historiquement très proche des USA.
Et donc, ça, c'est un facteur inouï qui explique que je crois que la prévision la plus simple qu'on puisse faire en termes de politique publique, donc Isabelle l'a évoqué, c'est donc une augmentation des dépenses militaires que donc, le futur chancelier a déjà annoncé avec le projet de fonds spécial de 900 milliards, dont 500 milliards consacrés à la défense. Donc ça, c'est un élément. Et puis la question de la défense européenne, puisque les États-Unis ne semblent plus disposés à défendre l'Europe dans le contexte d'une perception très nette d'une menace russe, se pose la question de la création d'une défense européenne. Vous avez peut-être entendu le discours de Ursula von der Leyen aujourd'hui. Et il faut savoir que c'est quelque chose enfin, c'est une idée séduisante sur le papier, mais en termes de mise en œuvre pratique, ça pose des questions inouïes. La question principale, c'est la question de l'action collective. C'est-à-dire que jusqu'à présent, à l'OTAN, la coordination des différents segments européens était relativement simple parce qu'il y avait un pouvoir ultra dominant qui était les États-Unis. Et donc les États-Unis disaient, bon, vous les Danois, vous allez fabriquer tel type d'armement, vous les Hollandais, vous faites ceci, vous les Allemands, vous faites cela. Il n'y avait que les Français qui étaient un petit peu en retrait pour des raisons historiques. Mais donc tous ces morceaux d'armée, finalement, de l'OTAN, que sont les armées européennes, voilà, ne sont que cela. Ce sont des morceaux d'armée d'une armée intégrée qu'est l'OTAN. Et donc, pour refonder quelque chose d'organisé sans l'hégémon états-unien, c'est à mon avis quelque chose d'une complexité dont on ne mesure pas voilà, l'étendue du problème. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais simplement pour dire que si on dépense beaucoup, beaucoup plus pour la défense, on va dépenser moins mécaniquement pour les autres grandes questions, la transition écologique, les questions sociales, l'éducation. Voilà. Merci beaucoup Mathias d'avoir ainsi couvert tout l'éventail des politiques publiques et de mettre l'accent quand même sur celle qui va dominer les débats, la politique de la défense, hein. Et j'aimerais maintenant qu'on a fait un tour d'écran qui vous a permis de chacun et chacune présenter votre point de vue en quelque sorte sur votre thème de prédilection. J'aimerais revenir par coup de projecteur sur certains des enjeux qui vont être plus précis, mais aussi plus saillants peut-être. Et sur la question de la remilitarisation, et bien évidemment, et Mathias l'a déjà suggéré, le risque c'est de se heurter à la contrainte financière. Et là, on retrouve quand même quelque chose qui a beaucoup gêné la coalition précédente, hein, cette contrainte financière qui est quand même le fait en partie, de la cour de Karlsruhe qui veille au grain, si j'ose dire, hein, on est dans une configuration assez spéciale. Comment, Isabelle, on peut desserrer cet étau? Comment est-ce qu'on peut, surmonter cette contrainte pour indeed remilitariser? Et oui, là encore, c'est un peu le nœud des problèmes actuels. Et en fait, quand Mathias dit si on finance autant l'armée, ben, ça veut dire que d'autres domaines ne pourront pas être financés. Finalement, la manière le degré de conciliation qu'on pourra trouver, ça va dépendre du relâchement ou non de cette contrainte. Et d'ailleurs, c'était des questions, et là, comme Christophe y a fait allusion, qui étaient déjà à l'agenda avant même que le contexte international soit aussi tendu et qu'on évoque des sommes, ça peut paraître abstrait, mais c'est des sommes absolument colossales qui n'ont rien à voir avec tout ce qui a jamais été débattu dans les années précédentes. Je pense que ça aurait été inimaginable si on nous avait dit il y a quelques années, déjà pendant que le gouvernement Scholz, on a parlé de 100 milliards d'euros pour l'armée, tout le monde était stupéfait, et là maintenant on parle de 400 voire 500 milliards, c'est des sommes absolument énormes. Donc la particularité de l'Allemagne, je pense que c'est important de le souligner, c'est qu'elle a décidé en 2011, donc à l'époque on était en pleine crise de la dette souveraine, d'encadrer fermement la capacité de l'État et d'ailleurs aussi des Bundesländer à s'endetter. Et donc ils ont décidé de faire ça en inscrivant un frein constitutionnel dans la Constitution. Donc c'est vraiment très contraignant. C'est plus contraignant que des traités européens qui régulièrement ne sont pas respectés par certains pays, dont la France.
Donc cette contrainte, elle se traduit de manière flagrante à deux niveaux. Un niveau, c'est que l'Allemagne est beaucoup moins endettée que les autres puissances économiques de taille similaire, donc à peu près moitié moins, pour donner une idée, que l'Allemagne et les États-Unis, rapportés au PIB. Hein. Que la France, tu veux Donc, dire. que la France, pardon, que la France et les États-Unis, tout à fait. Donc ça veut dire que le pourcentage d'endettement par rapport au PIB est deux fois plus élevé en France et aux États-Unis par rapport à l'Allemagne. Donc l'Allemagne est beaucoup moins endettée, mais que tous les autres pays aussi européens. Donc ça se voit aussi, par exemple, quand on regarde l'État. Donc ça veut dire que l'Allemagne a aussi beaucoup moins investi. Et il y a des retards d'investissement. C'est des concessions qui ont été faites pour pouvoir tenir cette règle qui est très ferme. Et ça se voit de manière flagrante quand on regarde l'état des infrastructures du pays. On a une situation absolument catastrophique de la Deutsche Bahn, par exemple, hein, donc du système ferroviaire. Le pays est très mal couvert en matière de fibres optiques, par exemple. Je donne des exemples. Là, on a eu un pont qui s'est effondré après le passage d'un tram à Dresden. Enfin, pour donner une idée, c'est vraiment des problèmes dramatiques. Et la coalition sortante était divisée sur la manière de gérer cette situation. On avait d'un côté les Verts et le SPD qui voulaient faire des investissements massifs et qui souhaitaient réformer le frein budgétaire pour être en mesure de le faire parce qu'ils ne voulaient pas faire ça au prix d'une baisse des retraites ou d'une baisse d'autres dépenses. Et on avait le FDP libéral qui était absolument viscéralement opposé. Et donc là-dessus, donc situation déjà compliquée dès le départ, dès 2021, se sont greffées toute une série de crises qui ont réclamé des efforts budgétaires très importants. La crise du Covid, l'invasion en Ukraine, donc qui a motivé déjà le financement de 100 milliards d'euros pendant cette coalition. La crise énergétique qui a découlé de cette invasion et qui a particulièrement touché l'Allemagne, qui est très dépendante du gaz russe. Et tout cela dans un contexte de récession, donc pour la troisième année d'affilée, qui motive des demandes de soutien à l'économie, de soutien au pouvoir d'achat. Et donc les difficultés budgétaires n'ont fait que s'envenimer. Et la coalition tricolore est restée divisée. Et la manière, donc l'astuce qu'ils ont trouvée pour gérer cette situation, c'était cette histoire de fonds spéciaux. Donc là, on en parle de nouveau. Les fonds spéciaux, c'est des manières d'échapper aux freins budgétaires parce que c'est motivé, c'est autorisé, parce que c'est motivé par une situation très particulière. Et donc pendant le Covid, ils ont pu obtenir des fonds supplémentaires, des milliards supplémentaires pour pouvoir gérer le Covid. Et finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas dépensé tout ça et ont réalloué 60 milliards d'euros à la transition climatique. Et c'est là que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe est intervenue en octobre 2003 et a dit que ça, c'était pas possible. C'était pas possible d'obtenir un fonds spécial pour le Covid et ensuite de contourner le frein budgétaire et ensuite de le réallouer à autre chose. Et donc ça a privé la coalition de sa base de compromis. Et c'est pour ça qu'elle est tombée. Finalement, c'était les milliards qui donnaient la latitude nécessaire pour trouver des compromis. Où est-ce qu'on en est? On a aujourd'hui le SPD qui prône toujours la réforme du frein constitutionnel. Et en face, on a Friedrich Merz et la CDU. Il faut dire que Friedrich Merz est particulièrement orthodoxe sur le plan. Il y a peut-être des chrétiens démocrates qui peuvent avoir des positions plus souples. Lui, il s'est construit sur l'image de quelqu'un qui est très orthodoxe sur le plan économique, très attaché à la rigueur budgétaire. Mais comme il était conscient de la situation, des perspectives de coalition qu'il aurait ou qu'il n'aurait pas une fois l'élection passée, il a dès la campagne dit qu'il était ouvert à une discussion. Et ces discussions sont en cours, ça a l'air assez compliqué sur le plan juridique. Et donc c'est pour ça qu'en parallèle, ils explorent de nouveau la possibilité des fonds spéciaux. Mais ce n'est pas une baguette magique. Dans un cas comme dans l'autre, si on veut réformer le frein budgétaire, c'est une réforme constitutionnelle, il faut 2/3 du Parlement. Si on veut obtenir le financement de fonds spéciaux, il faut 2/3 du Parlement également. Donc dans un cas comme dans l'autre, dans le contexte qu'on a décrit tout à l'heure, les marges de manœuvre ne vont pas être énorme. Donc, mais bon, je pense qu'on peut s'attendre à ce que le frein budgétaire soit au moins assoupli. Et donc, on parle maintenant de 2 fonds spéciaux, donc Sondervermögen de 400 milliards. Moi, j'avais entendu 400 chacun, un pour la défense et l'autre pour les infrastructures. Si ça se fait, ce serait vraiment un tournant décisif pour l'Allemagne. Et donc, l'assouplissement du frein budgétaire pourrait être un élément clé du compromis à trouver dont je parlais tout à l'heure. Je vais finir là-dessus.
Merci, merci Isabelle. Alors effectivement, assouplissement du frein budgétaire grâce à, en quelque sorte, une autre norme juridique, mais dans un contexte de crise économique tout de même redoutable. Et Cécile, peut-être peux-tu éclairer l'ampleur du problème et peut-être à nouveau avec quelques données. Faut ouvrir ton micro. Oh, excusez-moi, j'ai plus beaucoup de voix, je suis désolée, donc ma voix est un peu cassée. Oui, alors en effet, ça nous amène à revenir sur les éléments de contexte qui peuvent éclairer ce scrutin. Alors c'est vrai qu'on l'a dit déjà, mais je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure de l'ampleur des bouleversements que traverse l'Allemagne. D'abord par rapport au Wirtschaftswunder, c'est-à-dire ce miracle économique qui faisait partie de la success story ouest-allemande. Hein, le miracle économique, voilà, c'était un élément de l'identité, en tout cas ouest-allemande, excusez-moi, oui, ouest-allemande. Alors ici, c'est vrai que l'Allemagne a été probablement plus touchée que d'autres. En tout cas, la crise du Covid, la guerre en Ukraine, ont illustré quand même deux des principales faiblesses de l'économie allemande, à savoir sa très grande dépendance, notamment envers la République populaire de Chine, notamment dépendance commerciale, mais aussi sa forte dépendance énergétique. Là, il est important de rappeler que l'Allemagne, plus que d'autres pays, a été touchée par la guerre en Ukraine à travers l'augmentation des prix de l'énergie que ce conflit, pardonnez-moi, a provoqué. Et également se caractérisait, en tout cas avant la guerre en Ukraine, par une très forte dépendance énergétique envers la Russie, bien plus que la France, comme vous le savez. Juste pour info, 34% du pétrole, 55% du gaz importé en Allemagne avant le conflit en Ukraine venait de Russie. Donc en effet, le choc qui en résulte pour notamment ces industries qui sont fortement consommatrices d'énergie est important. Alors ça m'amène à donner, oui, pour monter en généralité, quelques éléments sur le contexte économique global. Euh, les élections ont eu lieu après 2 années de récession consécutive en Allemagne, 2023-2024. On parle d'une possible récession en 2025. De ce point de vue-là, l'Allemagne est l'un des pays de l'Union européenne les plus susceptibles d'être affectés par une augmentation unilatérale des droits de douane qui serait décidée par le président Trump. Surtout qu'au cours des dernières années, les États-Unis ont remplacé la République populaire de Chine comme premier partenaire commercial de l'Allemagne. J'écoutais une interview du président de la Bundesbank aujourd'hui, qui finalement s'inquiétait de ces répercussions possibles d'une augmentation peut-être de 10-20% des droits de douane sur les produits, notamment manufacturés en provenance d'Europe, à destination des États-Unis, ce qui pourrait coûter à l'Allemagne peut-être même 1 point de PIB dans les années à venir, jusqu'à 1 point de PIB. Donc, possible récession également en 2025. Un élément important dans ce contexte de récession économique, c'est aussi la crise de l'industrie. Chute de la production industrielle. Là, je donne quelques éléments, excusez-moi, chiffrés, hein, notamment entre 2018 et 2024, une chute de 12,7% de la production industrielle, c'est très important. Et puis enfin, un autre contexte auquel l'augmentation des prix de l'énergie consécutif à la guerre en Ukraine n'est pas étranger, c'est l'inflation. Retour d'une forte inflation en Allemagne, elle passe entre 2021 et 2022 de 3 à 7%. Elle gagne 4 points. Donc là, on voit clairement l'impact, les répercussions de la guerre en Ukraine via effectivement l'augmentation des prix de l'énergie, c'est ce que les Allemands ont appelé la crise énergétique. Elle est restée quand même de 2% en 2024, donc on n'est plus... en effet, il y a dans les années 2022-2023 où elle était extrêmement forte. Mais enfin, il faut effectivement prendre en compte ce facteur, c'est-à-dire de retour d'une inflation très forte, notamment consécutive à la guerre en Ukraine. Là, je fais juste figurer pour qu'on puisse s'en rendre compte visuellement. En fait, l'évolution du taux d'inflation annuel en Allemagne réunifiée depuis 92
jusqu'à 2024. Et vous voyez en effet l'effet guerre en Ukraine qui se voit ici 2021-2022 avec en effet l'inflation qui monte à près de 7%. Alors, on peut mettre le focus, bien sûr, sur l'industrie, et notamment sur l'industrie automobile, parce que vous avez tous et toutes probablement entendu dans les actualités les annonces de plans sociaux qui se sont succédés avant, les annonces en tout cas, avant le scrutin de fin février, et notamment dans l'Est de l'Allemagne. Ici, je donne quelques éléments, quelques données qui permettent d'appréhender l'importance de l'emploi industriel en Allemagne, mais aussi l'importance, la part de l'industrie automobile dans cet emploi industriel, et notamment dans les Länder orientaux, où il représente encore aujourd'hui un quart des emplois industriels. Donc là, pour donner un exemple, on peut parler par exemple de ce qui se passe effectivement au niveau de l'industrie automobile dans les Länder orientaux. Depuis le début des années 2000, il y a eu quand même des investissements étatiques, mais aussi privés, massifs dans ces lenders, avec grande partie des constructeurs automobiles, Volkswagen, BMW, etc., Porsche, qui ont investi massivement, et notamment dans la production de voitures électriques. Or, ce qui se passe depuis 2-3 ans, c'est que cette production est en crise, les ventes ne suivent pas, il y a une faible demande intérieure, la production allemande est confrontée à une forte concurrence chinoise, notamment dans le domaine des voitures électriques. Un site qui a beaucoup fait parler de lui lors de la campagne, un site industriel qui a beaucoup fait parler de lui durant la campagne, c'est l'usine Volkswagen de Zwickau en Saxe, donc située dans l'ex-Allemagne de l'Est, où là, sous l'égide des syndicats, les salariés ont fait un gros effort de reconversion totale en 100% voiture électrique, excusez-moi, pas voiture industrielle, mais voiture électrique, pour passer complètement à la voiture électrique, ce qui a nécessité de très gros efforts de la main-d'œuvre des salariés. Et finalement, juste avant les élections, la direction annonce que voilà, va peut-être y avoir des plans sociaux parce que la voiture électrique, en tout cas les voitures produites en Allemagne, ne se vendent pas assez. Donc il y a un contexte en effet de sinistrose, de récession économique générale qui se traduit de façon plus abrupte, si vous voulez, plus aiguë dans l'industrie. Ça touche aussi la chimie, ça touche aussi ce qui reste de l'industrie textile, par exemple. Ça, c'est plutôt à l'ouest. Mais là, je voulais prendre effectivement l'exemple de l'industrie automobile parce qu'en effet, elle est particulièrement bien implantée dans les Länder orientaux. Il faut se rappeler aussi que là, on a affaire à une main-d'œuvre, en tout cas la main-d'œuvre industrielle en Allemagne, mais plus généralement les salariés, qui au cours des dernières années ont fait de très gros efforts en matière de modération salariale. Et qui aujourd'hui, alors certes, on a du coup accusé parfois l'Allemagne de faire du dumping salarial aux dépens d'autres pays de l'Union européenne. Mais au début, ça a payé, mais désormais, ce n'est plus le cas. Et donc, en effet, alors comment ça peut éclairer, si vous voulez, les résultats du scrutin de 2025 ? D'abord, on constate que chez les électeurs de l'AfD, il y a deux grandes préoccupations qui dominent de façon beaucoup plus forte que chez la moyenne de l'électorat. C'est la situation de l'économie et l'immigration. C'est les deux grands motifs donnés par les électeurs de l'AfD pour expliquer, motiver leur vote. Et deuxièmement, ce scrutin montre aussi la très forte progression du vote AfD parmi les électeurs qui se définissent comme appartenant à la classe ouvrière. On voit en ce sens que l'électorat de l'AfD tend à s'aligner de plus en plus sur celui d'autres partis d'extrême droite en Europe, là où initialement cet électorat était un peu comme le Front National à ses débuts, plutôt caractérisé par la présence des petits commerçants, professions libérales et des personnes qui, au final, qui en moyenne gagnaient un peu plus que la moyenne nationale. Ça n'est plus le cas. On pourra revenir là-dessus, mais en 2025, l'AfD a capté 38% du vote ouvrier, ce qui est une augmentation de, je crois, si je ne me trompe pas, 14 points par rapport au scrutin précédent.
Si je prends l'exemple de la circonscription de Zwickau, donc celle dont j'ai parlé tout à l'heure, où se situe l'usine Volkswagen, qui est complètement passée à la voiture électrique, qui est un exemple, si vous voulez, c'est un emblème. Dans la circonscription de Zwickau, la AfD arrive première, ça ne vous étonnera pas, avec 40% des votes. Et surtout, elle a un score double de celui du second parti, c'est-à-dire la CDU. Donc, autrement dit, les partis dits établis sont très loin derrière l'AfD dans des endroits comme ça. Alors voilà pour quelques éléments relatifs au contexte économique et la façon dont ça peut éclairer, bien sûr, en partie les résultats du scrutin. Merci Cécile, ça éclaire effectivement en particulier les scores de l'AfD et ça éclaire aussi bien sûr la contrainte que l'on venait d'évoquer quant aux politiques de réarmement qui sont au programme. Alors euh, pour terminer, j'invite d'ores et déjà ceux qui nous écoutent à ajouter leurs questions à celles au singulier qui figurent déjà dans la boîte questions-réponses. Pour terminer, donc, avant de passer aux questions-réponses, Mathias, en guise de conclusion, on se retrouve devant une espèce de superposition de clivage, une superposition de crise, hein, c'était le sous-titre de notre webinaire aujourd'hui, et ces superpositions de crise reflètent quand même des mouvements de type tectonique, si j'ose dire, hein. Le mot est un peu fort, mais quand même, c'est l'adieu à l'atlantisme, c'est euh, l'adieu au miracle économique, entre guillemets, et l'adieu au multiculturalisme. On a évoqué l'immigration à plusieurs reprises, mais évidemment que elle a été un des enjeux de cette campagne en prenant l'opinion un peu à contre-pied quand même, parce que s'il y a bien un pays qui a accueilli des migrants ces derniers temps, c'était l'Allemagne. Donc, comment est-ce qu'on peut en quelque sorte rassembler ces lignes de faille pour éclairer cette fois-ci l'avenir d'un point de vue quasiment épistémologique, si j'ose dire. Oui, bah, c'est vrai que je pense qu'il faut parler de cet autre élément critique après la crise économique et industrielle dont a parlé Cécile, la crise dans le rapport au militarisme qu'on a évoqué, la crise dans le rapport aux États-Unis, la crise, euh, la crise de la transition écologique, car comment Oui, faire une transition écologique en période de récession? Juste une petite parenthèse là-dessus. Moi, j'ai vu passer un sondage qui montrait que les électeurs de l'AfD ne nient pas le changement climatique, enfin pas toutes et tous, et ne nient pas la nécessité d'une transition écologique, mais ne veulent pas en porter le poids et ont l'impression qu'on leur fait porter le poids. Donc, ça, c'est évidemment un élément de crise. Mais alors, sur cette crise liée, je dirais, à la représentation de l'autre racisé, je pense qu'on peut le formuler ainsi, c'est-à-dire l'autre arabe, l'autre musulman. Bon, il faut savoir que l'Allemagne devient de facto une société multiethnique et multiculturelle. C'est un mouvement historique. Il y a les deuxième, troisième générations d'Allemands d'origine turque d'abord, puis il y a ce million de réfugiés syriens que tu évoquais, Christophe. Par ailleurs, il y a une nécessité démographique. Le taux de fécondité en Allemagne a un tout petit peu augmenté au cours des 10-15 dernières années, mais il reste extrêmement bas. Donc l'Allemagne a besoin de migration, tout simplement, hein. Donc ça, c'est un élément, mais c'est un élément qui entre en conflit avec un autre élément qui est plus culturel et historique. C'est si on compare avec un pays comme le Royaume-Uni, je pense que c'est le meilleur point de comparaison, une conception traditionnelle de la citoyenneté et de la nationalité très différente, qui a du mal à s'articuler avec le fait multiethnique et multiculturel. Alors les choses évoluent, mais il y a 15-20 ans, notre collègue Rogers Brubaker nous parlait de la conception ethnique de la nationalité en Allemagne. Donc les choses ont évolué, on a introduit des éléments de droit du sol dans le droit à la citoyenneté, mais il reste quand même quelque chose de cela. Enfin, voilà, je pense que des Britanniques qui viennent en Allemagne, des Britanniques racisés qui viennent en Allemagne,
le constate tout de suite. Ajoutons à cela la montée de l'AfD dont on a déjà parlé, donc ça crée une tension dont les manifestations les plus évidentes sont en contraste avec la France, je dirais, parce que c'est des éléments qu'on retrouve en France, mais en contraste avec la France, même la gauche allemande est fracturée sur ces questions. Et le syndrome Sarah Wagenknecht dont on a parlé, c'est cela. C'est une personne de gauche qui s'oppose, qui s'est opposée à la politique d'ouverture de l'ancienne chancelière Merkel. Et plus généralement aux migrations, de manière très, très claire, très explicite. Donc même la gauche est fracturée sur cette question du multiculturalisme. Et puis on a vu en Allemagne des moments de véritable panique morale lors de faits de violence de la part de personnes racisées. Donc en 2015, il y avait eu l'affaire des agressions sexuelles à Cologne. Donc agression sexuelle réelle, c'est absolument certain. Simplement, elle n'était pas faite seulement par par des personnes issues de l'immigration, mais la police et les médias, la police n'a enregistré pratiquement que les plaintes contre des personnes issues de l'immigration, et les médias ont relayé cela, hein. Donc voilà. Et puis plus récemment, évidemment, des faits de violence qui ont été qualifiés de terroristes, perpétrés par des personnes de culture musulmane, alors que dans certains cas, il y avait des mobiles politiques incontestables. Je pense aux attentats de 2015-2016 qui étaient perpétrés par des personnes en lien avec l'organisation État islamique. Donc là, il y avait des mobiles politiques, mais parfois, il n'y avait pas de mobiles politiques. Or, ils ont été cadrés comme terroristes, alors qu'on a vu que l'attentat à Mannheim hier a été fait par un déséquilibré mentaux, thèse qu'on aurait pu aussi appliquer à à des faits de violence de la part de personnes racisées. Donc, il y a ces cadrages médiatiques qui illustrent voilà, une situation, je pense, une difficulté pour l'Allemagne à penser le multiculturalisme et le rapport à l'autre arabe et à l'autre musulman. Et si j'ai encore 2 minutes, je veux bien dire un mot d'un autre élément qui me semble critique. C'est le rapport au passé nazi, qu'on a un petit peu évoqué rapidement, mais donc, bon, il faut savoir que la RFA, d'abord, a mis longtemps avant de se consacrer à cette histoire, hein, de la Aufarbeitung der Vergangenheit, le travail sur le passé, parce que jusque dans les années 70, en RFA, il y avait des nazis au pouvoir, il y avait même un chancelier, Kurt Georg Kiesinger, qui était membre d'une partie nazie et chancelier de l'Allemagne fédérale. Donc en RDA, il y a eu une vraie dénazification, même s'il y avait plein d'autres problèmes. Mais il y avait au moins eu des nazifications. Et donc, il y a eu cette phase heureuse, je dirais, en RFA, des années 80-90, où il y a eu un vrai travail sur le passé nazi, et une phase heureuse où ce travail sur le passé nazi s'est matérialisé dans une vraie vigilance par rapport à l'antisémitisme, et une vigilance qui était universaliste, c'est-à-dire qu'on voulait comprendre le racisme en général, y compris sous sa forme antisémite, mais le racisme en général. Et donc, il n'y avait pas une tension entre antisémitisme et autres formes de racisme. La preuve, lorsqu'il y avait eu cet attentat ou cette attaque au cimetière juif de Weissensee à Berlin, ça avait été cadré comme antisémite et à ce titre problématique, mais c'était les mêmes personnes qui dénonçaient cet acte antisémite, qui aussi dénonçaient ou qui avaient dénoncé 2 ans plus tôt un attentat contre des migrants à Rostock. Et donc, il y a eu ce moment heureux, et ce moment heureux, il est, je crois, en crise. Ce rapport plutôt au passé nazi est en crise parce que depuis quelques années, la question de l'antisémitisme est devenue étroitement corrélée en Allemagne avec la défense de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'on a c'est une tendance qu'on observe partout, mais en Allemagne tout particulièrement. Et cela aboutit à des situations très problématiques, notamment pour la diplomatie allemande,
puisque vous avez sans doute vu que le Nicaragua a porté plainte auprès de la Cour internationale de justice contre l'Allemagne pour complicité de génocide à Gaza. Et la Cour internationale de justice n'a pas donné raison au Nicaragua, mais elle n'a pas non plus clôturé l'affaire. Donc l'Allemagne est encore la menace d'une condamnation pour complicité de génocide, ce qui est quelque chose d'absolument inouï au regard de l'histoire. Donc je vais m'arrêter là, mais je voudrais juste conclure en disant que on a évoqué plusieurs crises et il y a ce phénomène de synchronisation qui rend tout cela particulièrement préoccupant. Et un deuxième élément qui rend tout cela préoccupant, c'est le fait que en RFA au moins, je pense que toutes les générations précédentes ont grandi avec l'espoir que l'avenir serait meilleur. C'est-à-dire que l'Allemagne était tombée tellement bas entre 33 et 45, et après avec le miracle économique, il y avait cet optimisme par rapport à l'avenir. Et, et cet optimisme par rapport à l'avenir, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, je crois, a complètement disparu. Et donc, il y a cette question, que va devenir une société qui n'arrive plus à regarder positivement vers l'avenir? Oui, il y a une société vieillissante, comme tu l'as dit, en plus de cela, qui refuse l'immigration, ou en tout cas qui va se retrouver dans cette classique contradiction entre besoin de main-d'œuvre et refus de l'immigration. Merci Mathias d'avoir effectivement montré cette synchronisation, comme tu dis, cette synchronie en tout cas, cette simultanéité de crises à chaque fois majeures qui sont quand même en grande partie la marque de fabrique de l'Europe, mais l'Allemagne était un peu différente, c'est vrai, jusque-là. Et elle rejoint le mainstream. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes pour répondre aux questions qui nous restent. Cécile a déjà répondu à l'une d'entre elles sur les reports de voix. Merci, merci aussi Cécile d'avoir mis à l'écran la carte qui montre que la corrélation entre pourcentage de personnes issues de l'immigration et vote AFD est plus que compliqué à faire, est en fait quasiment inverse, ce qui est quand même là aussi un signe des temps. Alors ces questions, je les prends dans l'ordre pour ceux qui ne peuvent pas les lire. Fabien Desage vous dit bonjour, merci pour ces interventions. Dans quelle mesure la dénonciation des grandes coalitions passées entre CDU et SPD a-t-elle été mobilisée lors de la campagne par les partis AfD et Die Linke? Est-ce que l'échec électoral donne un poids nouveau aux voix critiques au sein du SPD concernant la participation aux grandes coalitions avec la droite? Une question pour Isabelle peut-être. En tout cas, il y a deux questions, donc vous pouvez vous les partager, Isabelle, Cécile, comme vous l'entendez. Oui, bah, je veux bien commencer. Et Cécile, Oui, n'hésite pas à... vas-y Isabelle. Donc l'AfD se présente effectivement comme la seule alternative. C'est un motif. Et c'est pas nouveau. Ils se présentent comme ça depuis longtemps. Et ils essaient de tirer parti de cette situation où, comme j'ai expliqué, on a tendance à avoir beaucoup de partis impliqués à un niveau ou l'autre. C'est un système fédéral. Donc quasiment tous les partis qui ne sont pas aux confins du spectre politique sont impliqués à un endroit ou à un autre dans le système. Donc l'AfD se présente comme la seule alternative. Elle s'est présentée comme la seule alternative à l'accueil d'1 million de réfugiés dont on a parlé, à l'intégration européenne, aux politiques de Covid, etc. Donc ce qui fait le cœur des compromis gouvernementaux, c'est attaqué et l'AfD capitalise clairement là-dessus. Il me semble que Die Linke est moins audible jusqu'à récemment. En fait, ils sont devenus plus audibles dans cette campagne, qui a été une campagne qui a eu beaucoup de succès. Mais c'était plutôt sur le rejet de l'extrême droite qu'ils ont capitalisé. Il y a eu un discours qui a été visionné des millions de fois suite au vote du Bundestag où les chrétiens démocrates ont mêlé leur voix à l'AfD d'extrême droite, donc qui a fait énormément de remous en Allemagne. Et dans ce contexte, Die Linke a été considéré vraiment comme un pare-feu et donc a été entendu peut-être plus que sur la critique du gouvernement. Après, donc il y a des voix critiques à gauche, malgré tout, sur la participation au gouvernement. Et c'est pas nouveau, encore une fois, pour le SPD. Certaines fois, de mémoire, en 2017, c'était très compliqué d'aller former encore une coalition avec la CDU,
avec qui on ne partage pas grand-chose. Ils ont dû organiser un vote interne qui a été très difficile. Et il y avait les jeunes socialistes, sociodémocrates notamment, qui étaient très opposés. Donc ces voix existent, qui préféreraient former des coalitions plutôt avec Die Linke et avec les Verts. Ces coalitions existent déjà au niveau régional, mais en fait, la situation, c'est que cette majorité-là n'existe pas. En fait, Ouais. ceux qui auraient une majorité pour gouverner ensemble, c'est les chrétiens démocrates et l'extrême droite. Donc pour l'instant, je pense que le désir serait là d'avoir une coalition différente pour la gauche, mais que la situation n'est pas là. Et pour terminer, le contexte international sur lequel je ne reviens pas, parce qu'on l'a bien, je pense qu'on en a parlé assez abondamment dans les échanges qui ont précédé, alimente des inquiétudes qui font qu'actuellement, le débat, moi, je perçois des angoisses très fortes par rapport au contexte international qui font que maintenant, tout le monde est soulagé qu'une grande coalition puisse être formée. Et à gauche, j'entends pas autant de critiques qu'en 2017. Oui, bah, surtout si l'alternative, c'est de CDU à AfD, parce que alors là, quand même, ce serait précipiter l'Allemagne dans une forme d'inconnu. Merci beaucoup Isabelle. Cécile, tu peux peut-être prendre la question d'après du coup, parce qu'elle Oui. est à nouveau sur l'AfD. Peut-on dire que l'AfD a opté du point de vue de la rhétorique et du programme, c'est Bruno Kellenek qui pose la question, pour une stratégie inverse à celle du RN et d'autres partis d'extrême droite, c'est-à-dire la dédiabolisation, ou s'agit-il d'un mix entre normalisation et radicalisation? J'ajouterais une question à cette question qui va dans le même sens. Si les stratégies sont vraiment différentes, est-ce que l'AfD n'est pas quand même isolée au sein notamment du Parlement européen? Comment est-ce que cette stratégie de radicalisation peut quand même être contraire à la tendance qu'on voit chez Mélanie, qu'on voit chez Marine Le Pen, à la dédiabolisation? Oui, alors merci, merci à à Bruno pour cette question. Alors, premier point, peut-être élément de réponse, en ce qui concerne la dédiabolisation, notre collègue Alex Désé et d'autres ont montré que bon, elle doit être relativisée et que s'il s'agit d'une modération sur le ton, il ne s'agit pas forcément d'une modération sur le contenu. Alors, en ce qui concerne l'AfD, très clairement, là, on n'a pas de stratégie de modération. À l'inverse, comme vous le suggérez en effet dans votre question, c'est plutôt de plus en plus de radicalité. Hein. J'en veux pour preuve, en tout cas si on se base sur une analyse du discours, deux thématiques. Premièrement, la thématique de l'Europe et de l'Union européenne, qui va faire le lien avec une autre question posée. Au départ, en effet, l'AfD est créée en 2013. Isabelle l'a rappelé, pour proposer une alternative à la monnaie unique. Alors, il ne s'agirait pas de penser que... pour proposer une alternative à la monnaie unique. Désormais, dans le programme de l'AfD, très clairement, on milite en faveur finalement d'une abolition, une déconstruction vraiment de l'Union européenne en tant que telle. Donc, je pense qu'il y a une plus grande radicalité dans le discours anti-européen. Deuxièmement, sur la question migratoire. En fait, l'AfD est radicale dès le départ. La xénophobie, elle est là dès le départ. Parce que dans le discours contre l'eurozone, il ne faut pas l'oublier, il y avait également une dimension xénophobe. Une dimension xénophobe contre notamment tous ces pays du sud de l'Europe qui ne travaillent pas assez, qui ne sont pas vertueux, qui n'économisent pas assez, etc. Donc, il y avait quand même une dimension xénophobe chez une partie de ceux qui s'opposaient, qui voulaient un éclatement de l'eurozone. Alors, ceci dit, c'est vrai que cette xénophobie, elle a pris de l'ampleur dans le parti à partir de l'épisode migratoire de 2015. Et désormais, l'AfD reprend des thématiques qui sont celles de l'extrême droite la plus extrême en France, telles que le grand remplacement, thématique qu'on retrouve aussi chez l'extrême droite états-unienne. Autre terme qui est repris cette fois-ci officiellement par Alice Weidel et qu'elle a assumé explicitement lors d'un meeting justement en janvier 2025, le terme de remigration. Remigration qui désigne en fait le projet consistant à déporter hors d'Allemagne des millions de personnes dont on estime qu'elles seraient étrangères, soit parce qu'elles n'ont pas la nationalité allemande, soit parce que ce serait, pour reprendre une expression malheureusement bien connue du Front National, des Allemands de papier.
récemment naturalisés et finalement auxquels on ôterait la nationalité allemande. Donc c'est vrai que là, il y a quand même cet élément de radicalité. Je reviens aussi sur ce qu'a dit Mathias concernant le discours par rapport au national-socialisme. On est clairement là face à un parti qui n'est pas officiellement, explicitement négationniste, certes, mais qui est clairement révisionniste. Et c'est le sens de Elon Musk, l'intervention de Elon Musk lors d'un meeting de l'AfD, lors de la campagne. Musk a dit à cette occasion, puisqu'il participait de façon virtuelle à ce meeting, vous devez vous débarrasser de la culpabilité. Vous devez vous débarrasser de la honte, sous-entendu la culpabilité liée au crime du national-socialisme. Et donc là, on voit aussi très clairement le lien avec la guerre contre la critical race theory aux États-Unis, hein, cette idée qu'il y aurait une repentance blanche, etc. Donc là aussi, on a un parti qui est extrêmement radical dans son rapport au national-socialisme. Et puis, il faut voir que dans les nouveaux députés AfD qui entrent au Bundestag suite au scrutin, il y a des élus extrêmement radicaux, notamment venus des fédérations orientales de l'AfD. Je pense à des gens qui sont proches du leader, si vous voulez, de l'aile la plus droitière, la plus extrême droitière au sein de l'AfD, qui est Björn Höcke, leader de l'AfD dans le land de Thuringe. Et donc, en effet, la presse allemande actuellement dresse les listes de ces nouveaux députés, dont on peut voir que certains ont été condamnés pour incitation à la haine raciale, dont un certain nombre ont milité dans des organisations néo-nazis, suprémacistes, etc. Donc clairement, là, on n'a pas du tout une stratégie de modération, mais au contraire, une stratégie de radicalisation, même si j'argumenterais que dès le départ, il y avait quand même des relents de xénophobie assez clairs dans l'argumentaire opposé à l'existence de la zone euro. Oui. Et ce faisant, l'AfD rend le cordon sanitaire plus tangible parce que véritablement, c'est une façon de s'isoler, de s'empêcher de pouvoir être en coalition avec des forces plus modérées, que ce soit en Allemagne ou que ce soit au Parlement européen. On va voir comment cette stratégie, entre guillemets, rapporte, mais elle peut aussi avoir des goûts d'impasse. Enfin, elle peut finir par une impasse. Alors, sur ces questions, il y a une interrogation de Driss Larafi que je vais lire pour l'adresser à Mathias. Mais avant ça, je voudrais dire à notre spectateur anonyme que multiculturalisme est tout sauf une prise de position politique, parce qu'on l'utilise beaucoup dans les sciences sociales. Et encore une fois, mieux vaut lire avant d'écrire. C'est un principe assez universel. Ça permet d'éviter de dire des bêtises. Alors, Driss Larafi demande à vous tous, mais je pense que la question s'adresse plus précisément à Mathias. Ce retour en force de l'extrême droite est-ce le précurseur de la power politics et l'idée de transformer l'Allemagne de nain politique en une puissance allemande dont l'influence serait non seulement régionale mais mondiale, ou est-ce que c'est simplement une perte de repère? On retrouve quand même, effectivement, peut-être, mais c'est vraiment la question que moi je lis dans cette interrogation, euh, une aspiration à travers la remilitarisation à des, à des retours vers des gloires passées, ou pas. Oui, alors l'AfD sur la remilitarisation est très ambiguë, mais je pense plus pour des raisons électoralistes, parce que dans le fond, comme l'ont dit les collègues, hein, c'est un vrai parti d'extrême droite, avec un vrai fond antisémite par ailleurs, maquillé d'ailleurs hein, dans le soutien à Israël. C'est un parti où l'on trouve aussi de nombreux nostalgiques. De l'Allemagne impériale sous toutes ses formes, hein. Donc, oui, c'est une tendance qu'on peut imaginer côté AfD, même si sur la militarisation, ils la critiquent aussi par ailleurs, hein. Ils disent, ils disent tout et son contraire. Et pour les autres partis, donc les partis du centre-gauche et du centre-droit, là, je crois qu'il y a quand même une conscience encore très forte hein, de rupture historique. Et donc, je ne vois pas cela du tout. Et d'autant que
Pendant longtemps, la question de la militarisation de l'Allemagne a été pensée dans le cadre multilatéral de l'OTAN. Et aujourd'hui, le nouveau discours, c'est de le penser dans le cadre multilatéral européen. Mm, Et ce n'est pas une Europe allemande à laquelle on pense, hein. mm, mm, mm. Donc là, je vois pas de tendance, non, non, qui m'inquiéterait personnellement. Merci. Alors, les 3 dernières questions pour les 5 dernières minutes, je les résume. Euh, Comment l'AfD souhaite-t-elle remplacer ou réformer le grand marché unique qui reste un débouché pour l'économie allemande alors que ce parti est fondamentalement anti-européen? Deuxièmement, comment comprendre, et c'était Maurice Satino qui nous posait cette question, Reinhard Gressel lui demande comment comprendre le fait que les ouvriers votent à ce point pour l'AfD, n'est-ce pas parce que la SPD ne promet pas assez résolument une politique d'équité sociale, surtout en pratique. Et Sonia pardon, Combe demande est-ce que le tropisme oriental de l'AfD, dont Cécile a parlé, ne devrait pas être mis davantage en relation avec une désindustrialisation entamée dès l'unification à l'Est qu'avec un travail de la mémoire moins bien effectué à l'Est qu'à l'Ouest. Et je résume encore une fois ces 3 questions que je vous soumets pour les 5 dernières minutes qui nous restent. Je suis sûr que vous saurez vous autogérer. Cécile, vas-y, si tu as ton micro ouvert. Alors oui, alors Christophe, je me rends compte que je n'ai pas répondu à l'une de tes remarques. Alors cette question, sur l'isolement de l'AfD à l'échelle européenne, hein. Rappelez Oui, brièvement le divorce avec le RN l'année ah oui, dernière. Voilà, donc il faisait partie du même groupe au Parlement européen. Et puis suite aux propos révisionnistes du candidat de l'AfD aux élections européennes, qui d'ailleurs se retrouve désormais au Bundestag, eh bien, le RN avait décidé, dédiabolisation oblige, de acter cette séparation d'avec l'AfD. D'ailleurs, c'est des partis qui n'ont pas toujours les mêmes vues sur un certain nombre de sujets, mais voilà. Donc, du coup, l'AfD ne se retrouve pas au sein du groupe des Patriotes. Au Parlement européen, avec le Fidesz d'Orban, le RN, voilà, le RN, le FPE autrichien, qui est finalement le parti dont il est le plus proche à l'échelle européenne. Je crois que s'il y a un parti qui ressemble le plus à l'AfD, c'est bien le FPE autrichien. Et donc, il semblerait qu'il y ait des espoirs des élus AfD de rejoindre le groupe des Patriotes, mais pour l'instant, ce n'est pas acté. Donc, c'est vrai que cette radicalité, surtout dans le rapport au national-socialisme, leur a coûté cher à l'échelle européenne. Même si les interventions de l'extrême droite américaine, et je pense notamment à Musk ou de J.D. Vance dans la campagne, visaient justement un petit peu à rompre cet isolement international. Et puis pour répondre à la question sur le tropisme oriental de l'AfD, il est effectivement multifactoriel, vous avez raison. Il est dû en effet à cette crise de l'industrie, notamment voilà, dans ces, comment dire, ces régions où on a fait l'effort de modérer les salaires, de passer en partie à l'électrique et où finalement les faiblesses structurelles de l'industrie allemande se retrouvent. Et puis, il y a également, bien sûr, des facteurs politiques, absence du travail de mémoire sur le national-socialisme, et aussi continuité avec le vote et l'implantation extrême droitière après la réunification. ouais. Isabelle, est-ce que l'AfD bénéficie en quelque sorte d'une désaffection des classes populaires pour un SPD qui ne serait pas assez à gauche? Oui, alors ça, c'est pas spécifique, encore une Non? fois, au contexte allemand. En fait, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, la classe ouvrière, c'est un peu, il y a plusieurs types de classes ouvrières, mais notamment, en fait, les personnes les plus vulnérables vis-à-vis de la mondialisation, de la délocalisation, dans ce qu'on a parlé, votent plutôt à l'extrême droite et moins à gauche. À mon Mm. avis, il y a plusieurs raisons. Donc, pour aller très vite, en fait, je pense que l'AfD joue sur plusieurs tableaux. Elle capte un vote protestataire, des personnes qui en ont marre, en fait, des partis traditionnels. Elle capitalise sur des crispations par rapport à des formes d'évolution moderne, comme l'acquisition de droits pour les femmes, etc. Je passe très vite. Après, oui, une partie de la classe ouvrière pourrait être déçue par le SPD qui a pu faire passer des politiques clairement néolibérales, contraires en fait à ce que promeut un parti social-démocrate classique. Mais cela dit, l'AfD ne fait absolument rien pour eux non plus. Selon les analyses des programmes, en fait, c'est le parti dont les politiques bénéficient le plus aux plus riches.
Donc l'AfD, c'est un parti qui redistribue des plus pauvres vers les plus riches. Je pense que c'est important de le souligner. Ils sont très Bien sûr. libéraux sur le plan économique. Et pour finir, je pense que ça montre les effets immenses des agendas des campagnes. En fait, normalement, traditionnellement, les campagnes se jouaient sur des enjeux socio-économiques. La campagne qu'on vient de voir s'est jouée quasiment uniquement sur l'immigration. Et donc, le changement d'agenda va de pair avec des alignements électoraux qui sont nouveaux. Donc, je pense que ce qu'apporte l'AfD, c'est moins des choses sur le plan social que des choses plus sur le plan identitaire, notamment. Oui, c'est important de le rappeler, de le souligner et de rappeler aussi, comme tu viens de le faire, au passage, le gender gap qui est quand même particulièrement prononcé. Alors c'est pas la première fois, mais c'est de plus en plus net et on voit effectivement, c'est là où peut-être de l'identitaire aussi est à mettre en facteur, hein, un vote masculin à l'extrême droite et les jeunes en particulier. Tandis que les jeunes femmes, elles, sont, beaucoup plus à gauche et là ont voté notamment Die Linke, en très grand nombre. Un grand merci à vous 3 pour nous avoir aidés à déchiffrer, décrypter, une situation quand même, particulièrement complexe, inédite en tout cas. Mathias a utilisé le mot de inouï. Je crois qu'effectivement, on est face à quelque chose, alors de particulièrement, nouveau en Allemagne, mais au-delà en Europe et ça me mène à une transition, facile. Nous resterons en Europe pour le prochain, webinaire, de l'AFP de la FSP parce que nous, chercherons à voir comment eh bien, des sous-marins de Trump, voire de Poutine, risquent de compliquer la conduite de l'Union européenne et nous irons donc, évidemment en Hongrie, en Italie, ailleurs encore pour, voir dans quelle mesure ce que vous avez vous-même présenté, le sursaut, heu, quand même marqué en Allemagne et ailleurs, pour sauvegarder l'Europe, la protéger, et bien en quoi ce sursaut peut être entravé par des divisions internes à l'Union européenne à travers ces fameux sympathisants du trumpisme, voire de Poutine, que nous trouvons maintenant au sein de l'Union européenne. Merci encore et les remerciements viennent également dans le chat. Vous pouvez voir combien on a de vielen Dank à la fin de cette séance. Merci à vous et n'hésitez pas à faire circuler le replay, la vidéo qui sera bientôt en ligne sur le site de la FSP. Bonne soirée, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.